Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un épisode consacré à l'addiction à l'alcool, un sujet qui est très présent dans notre société, mais encore souvent entouré de clichés, de banalisation et aussi parfois beaucoup de silence. En effet, dans notre culture, l'alcool fait partie de nombreuses traditions, de moments festifs, de convivialité. Et pourtant, derrière cette image socialement valorisée, il existe aussi des réalités plus complexes, parfois invisibles. Et donc pour aborder ce sujet aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Rafik Bouzegaou et Anna Tages. Rafik Bouzegaou, tu es psychiatre, psychothérapeute et addictologue, responsable du Centre cantonal d'addictologie au réseau fribourgeois de santé mentale. Et Anna Tages, tu travailles en tant que directrice du centre Le Tori, qui est un centre de traitement des dépendances spécialisé en alcoolologie. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc j'aurais bien voulu commencer par un premier cliché qu'on entend parfois, c'est que si on boit un verre de vin au repas, c'est pas vraiment une addiction, c'est jamais une addiction. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, ce que j'aimerais dire avant, c'est que l'alcool, il faut savoir que c'est un produit qui est toxique. D'accord ? Donc, un verre d'alcool est toujours un peu toxique. Donc, il n'y a aucun verre d'alcool qui est bon pour la santé, en fait. Hein, on a souvent entendu que le vin, c'est pas de l'alcool, ou de la bière, c'est pas de l'alcool. On a encore entendu des discours du type un verre de vin tous les jours, c'est cardioprotecteur. Donc, c'est faux. Là, on a des données qui démontrent clairement qu'on vit beaucoup mieux sans alcool qu'avec de l'alcool. Donc au-delà d'une addiction, en premier lieu, il y a déjà ces clichés de consommer un peu, c'est bénéfique pour la santé, ça déjà c'est faux. Exact. Donc, l'alcool n'apporte aucune plus-value à la santé. Donc, bien au contraire, c'est un facteur de risque pour la santé. Donc, l'alcool, même à petite dose, est impliqué dans beaucoup de cancers, par exemple. Cancer de la sphère ORL, de l'estomac, de l'œsophage, du foie, même à faible dose. D'accord. Et puis si on estime qu'on consomme quand même, c'est à partir de quelle quantité, à partir de quel usage que ça devient justement un risque d'une addiction ? Alors, effectivement, l'alcool c'est toxique, mais on fait tous un petit peu des choses un peu toxiques dans la vie, en fait. Donc, si chez les gens qui font le choix d'avoir une consommation, nous, on recommande clairement une consommation modérée. Ce que j'entends par consommation modérée, c'est une consommation à faible risque, en fait. Donc, une consommation à faible risque, ça sous-entend, chez un homme, 1 à 2 verres par jour, maximum, mais pas tous les jours, et pas plus de 4 verres par occasion. Chez les femmes, donc c'est 1 verre par jour, pas tous les jours, et maximum 3 verres par occasion. Par contre, c'est 0,0 chez les femmes enceintes. Voilà, donc c'est ce qu'on recommande aux gens qui aimeraient garder une certaine consommation. Alors, j'entends, c'est une consommation qui est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro risque. Le risque est faible. Donc, si j'augmente mes consommations, là, j'augmente le risque d'avoir des maladies. Et là, on est à environ 20% de la population qui ont une consommation à risque. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a 1 à 2 consommations par jour, mais il y a aussi 3 pour les femmes et 4 pour les hommes par occasion. Et puis si Exact. on regarde dans la population plus jeune, c'est quand même assez fréquent d'avoir plus de 4 consommations par occasion quand même. Absolument, tout à fait. Souvent, quand les jeunes sortent, c'est faire la fête en buvant trop d'alcool. Et là, c'est clairement pas recommandé d'aller au-delà de 4 unités par événement. Et du coup, chez les jeunes qui ont tendance à beaucoup plus consommer par occasion, vous remarquez ça comment? Est-ce que ils arrivent jusqu'à vous dans vos centres d'aide ou comment est-ce que ça se passe avec ces jeunes? Alors, effectivement, ils n'arrivent pas pour l'instant jusqu'à nous. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la banalisation de l'alcool rend dangereux cette consommation. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, c'est des jeunes qui ne boivent pas forcément le week-end, où ils sont à l'école. Et ils arrivent le week-end et consomment massivement. Et le danger, là, est du coma éthylique, effectivement. Donc c'est plus la banalisation de nouveau de l'alcool qui chez les jeunes,
Et là aussi, il faut peut-être en parler du risque, hein, que ce soit à l'école, que ce soit justement en parler en famille de ce risque-là. Et c'est la banalisation de l'alcool qui rend dangereux. Oui. Donc, c'est plutôt des jeunes qui sont du coup vus sur les urgences, puis qu'après sont pris en charge par les centres plutôt pédopsychiatriques. Exactement, oui. Mais du coup, ces grosses périodes d'alcoolisation qu'on appelle des fois binge drinking, ça fait aussi comme engendrer des gros dérèglements au niveau cérébral qui, ou pas, peuvent amener à une addiction, c'est ça? C'est un des risques, en tout cas. Alors, c'est pas tout le monde qui va finir par développer une addiction, mais si ça se reproduit, etc., ça peut mener vers le chemin de l'addiction. Ou de plein d'autres problèmes Ou de d'autres santé, soucis, quoi. mais ça peut aussi être tout bêtement un accident, une chute. J'ai loupé une marche, je suis tombé. Et ça peut être aussi l'inconscience de prendre sa voiture dans cet état-là et puis se tuer ou tuer d'autres personnes, ce qui est extrêmement dangereux en soi. Mhm. Moi, j'ai une question plus... Enfin, là, ça me vient comme ça. C'est dû à quoi la différence homme-femme? Ça, c'est surtout au niveau de la tolérance, hein, Mhm. où en général un homme tolère un peu plus l'alcool qu'une femme. En même temps, dans les facteurs de risque, les hommes sont plus amenés à développer une addiction qu'une femme. Et il y a aussi la corpulence, hein, Mhm. qui fait que, effectivement, la dégradation de l'alcool se fait aussi d'après la corpulence. Si la personne est plus petite et le poids est plus faible, effectivement, elle supporte moins bien l'alcool. Donc, en fait, les différences hommes-femmes, c'est lié à tout ce qui est plutôt biologique, à tout ce qui est... En moyenne, les hommes sont plus grands et La masse plus lourds, musculaire, voilà. Donc, ça reste une norme, on va dire, liée aux moyennes, mais ça peut être inversé. Pas dans le sens, il y a des hommes qui peuvent être plus Oui. fins et plus petits, et des femmes, voilà. Mais la norme, c'est quand même basé sur ça. Ok. Et du coup, plutôt en termes de à quel moment on nomme qu'une consommation est une addiction. Enfin, il y a des chiffres précis par rapport à l'alcool? Alors, il y a surtout des critères qui nous permettent de parler d'addiction, en fait. Souvent, on me dit à partir de combien de verres on devient addict, c'est la question qui me revient souvent. Alors, il n'y a aucune définition qui se base sur la quantité. Vous voyez, Ok, ouais. je ne peux pas dire je bois 10 bières le week-end, je suis addict. Vous voyez, on ne peut pas dire je suis amoureux d'une femme parce qu'il y avait 10 gens qu'on est ensemble. Vous voyez, ça ne dépend pas de la quantité en soi, en fait. Il y a des critères clairs qui sont là pendant au moins une année, et ce qu'on appelle, nous, les 5 C, en fait. Le premier C, c'est un craving, hein, c'est un mot anglais qui veut dire un puissant désir de consommer. Le deuxième C, c'est la perte de contrôle. La personne qui commence à boire, elle n'arrive plus à s'arrêter. C'est une situation qui est compulsive. On a les complications qui sont dues à l'alcool au niveau santé physique, psychique, complications sociales, familiales, etc. On a une augmentation de la tolérance aussi, hein. Aujourd'hui, je bois 2 verres pour rechercher une certaine sédation. Après quelques semaines, mon corps va tolérer ça, donc je vais augmenter progressivement mes consommations. Donc si j'ai 3 critères durant plus que 12 mois, on parle d'addiction à l'alcool. Donc il y a un lien très puissant qui se construit entre l'individu et la substance en elle-même, en fait. Vous voyez, donc c'est compliqué de se séparer de la substance. Donc c'est important de voir aussi, justement, c'est pas juste la quantité d'alcool Mhm. ça peut créer un risque, mais il y a tous les autres facteurs un peu plus psychologiques avec le craving, avec tout ça qui vont faire que ce soit vraiment considéré comme une addiction. Et est-ce qu'on a des chiffres en Suisse sur le pourcentage? Est-ce que c'est répandu? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction? Oui, alors on a, comme j'ai dit, 20% de personnes qui ont une consommation à risque et on a 5% qui ont Mhm. une addiction. Et puis on ne devient pas addict juste comme ça. On devient addict parce qu'il y a aussi des facteurs de risque qui sont multiples, hein. Je peux citer par exemple quelqu'un qui fume du tabac, il est plus à risque de développer une addiction parce qu'il y a déjà quelque chose qui dysfonctionne au niveau du système de récompense au niveau du cerveau. Il y a ce que j'ai vécu des traumas durant mon enfance, comment je me suis développé. Hein. Donc mon cerveau atteint une maturité à 25 ans. Donc si j'apporte des substances avant 25 ans, on va perturber l'évolution du cerveau. On a aussi la raison génétique. Aujourd'hui, on sait que 40 à 70% des personnes qui ont des parents qui souffrent d'addiction qui sont à risque de développer d'addiction. Mais je rassure aussi en disant qu'il y a aussi une bonne partie qui évolue bien. Ça ne veut pas dire que j'ai des parents qui ont un problème d'addiction que je vais avoir forcément une addiction. Pas du tout. Donc c'est l'ensemble des facteurs. Ce qui est aussi très important, c'est tout ce qui est les maladies psychiques autour. Hein, l'anxiété, le stress, la dépression, etc., etc. Donc la dépression, par exemple, c'est un des facteurs de comorbidité les plus présents avec l'alcool, hein. Donc très souvent, les gens, quand ils vont pas bien, ils vont boire.
ok. Malheureusement, ça marche. Mais c'est un piège parce qu'après, ça va aggraver la dépression. Hein, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, si je commence à boire pour mieux dormir, pour calmer mes émotions, pour ne plus réfléchir, là, je suis en train de rentrer dans l'addiction. Donc, c'est tous ces facteurs de risque-là, ensemble, qui font qu'on peut rentrer dans l'addiction. Donc au final, là, on parle de la substance comme un peu un médicament qui Absolument. est utilisé pour, voilà, vous avez dit calmer les émotions ou alors être capable de, peut-être en société, si on est anxieux, de réussir à être sociable, etc. Donc utiliser vraiment pour combler un espèce de vide ou un mal-être. Et puis c'est là que ça rentre dans un cercle vicieux. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'automédication, en fait. Donc, malheureusement, c'est que l'alcool, ça marche. Hein. Quand je réfléchis trop, quand je suis angoissé, je bois un verre, ça va calmer. C'est ce qui fait que les gens développent une addiction. On appelle ça la solution addictogène, en fait. Donc, les gens vont mettre un comportement en place de type addictif pour pallier à leur souffrance, finalement, pour calmer cette douleur intérieure. Ok, ouais. Mais c'est vrai qu'on entend parfois, justement, ah mais non, mais je bois juste un verre pour me détendre. C'est pas une addiction, c'est pour me détendre. Mais en fait, là, il y a déjà un processus un peu où on dépend de l'alcool pour nous détendre. Absolument. Oui, c'est très différent. Si je reçois des amis chez moi, et puis on ouvre une bouteille, puis on passe un moment sympa, on mange un truc, etc. Et puis après, chacun rentre ses choix, c'est tout à fait OK. Par contre, si j'arrive à un stade où je me vois dans l'obligation, où je peux pas dîner ou souper sans verre de vin, là, c'est difficile. Donc en gros, c'est vrai que la question doit toujours se poser quand on boit de l'alcool, c'est de dire mais pourquoi on boit de l'alcool? Si effectivement c'est pour se détendre, si c'est un facilitateur de rentrer des fois en relation, c'est là où ça pose un problème. Et c'est là où cette consommation on doit s'interroger à chaque consommation. Puis, au niveau de la société, on n'est pas aidé parce qu'il y a un peu ce côté refuser de boire, c'est être rabat-joie. Enfin, vraiment, moi j'entends beaucoup chez des plus jeunes, chez des gens de mon âge ou même des gens plus âgés. C'est voilà, si on décide de pas boire à une soirée, c'est t'es malade, ou alors si t'es une femme, c'est t'es C'est enceinte. exactement ce qu'on Euh, on se disait. donc ouais, C'est vrai que c'est très très difficile. Faut faire l'expérience de temps en temps de se dire bah, tiens, j'ai pas envie de boire. Et puis très vite, il y a des regards très stigmatisants. La question se pose toujours de dire mais pourquoi? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es enceinte? Pourquoi tu bois pas? Et comme si on devait se justifier de ne pas boire. Et d'où la difficulté effectivement des personnes de rester abstinentes aussi. ouais. Mhm. Et peut-être que justement, on peut venir un peu sur les stéréotypes qu'on donne aux personnes qui ont des dépendances. Moi, par exemple, j'ai déjà entendu qu'une personne qui est addicte, elle manque de volonté, ou alors que c'est juste qu'elle n'a pas envie d'arrêter. Si elle décidait d'arrêter, elle pourrait s'en sortir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je pense que c'est pas tout à fait ça du tout. Alors, une personne qui est addict, c'est une personne qui est malade. Quand on est malade, on souffre, et quand on souffre, on boit pour calmer cette souffrance, en fait. Donc, je souligne le fait que l'addiction est avant tout, encore une fois, une maladie avec une perturbation au niveau du cerveau puis au niveau du système de récompense, en fait. On a tous un système de récompense naturel qui est un peu animal, vous voyez. On a faim, on mange, on a du plaisir. On a soif, on boit une boisson sans alcool, on a du plaisir. Et quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on a tendance à le refaire, en fait. Hein. Si vous allez dans un bon restaurant et vous mangez bien, vous avez envie de revenir. Si vous écoutez une belle chanson, vous avez envie de la réécouter plusieurs fois, en fait. Ça, c'est un système normal, mais avec une certaine modulation et de contrôle. Avec nos patients qui souffrent d'addiction, ils ont une perturbation des circuits de la récompense, de la mémoire, de la motivation et du contrôle, en fait. Donc, personne qui est addicte, elle a une perte de contrôle totale, voyez. Elle a une perte de motivation totale et elle a aussi une perturbation du système de récompense et elle est en permanence en train de chercher de la récompense. En permanence en train de chercher du plaisir. Donc, quand on va consommer de l'alcool pour chercher du plaisir, on va avoir de la dopamine. Hein, c'est ce que j'appelle la dopamine artificielle. Vous voyez, c'est pour ça qu'on accompagne nos patients à diversifier les plaisirs, hein, parce qu'à un certain moment, le cerveau comprend que le seul plaisir que j'ai pour aller mieux, c'est d'aller boire, en fait. Donc, il y a une perturbation au niveau du cerveau qui fait que la personne addicte, elle n'a plus de motivation et elle n'a plus de contrôle. Vous voyez, je ne peux pas demander à un patient addict de boire modérément. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'être amoureux modérément? Si je suis pas amoureux d'homme, c'est que je ne l'ai pas, tout simplement. Quelqu'un qui est addict, il ne peut pas boire modérément. Et d'ailleurs, la plupart de nos patients, ils nous disent, j'ai déjà testé la consommation de drogue, puis ça ne marche pas. J'arrive pas
Je bois un premier verre, j'arrive plus à m'arrêter. Donc la meilleure chose pour moi est de ne pas boire. Donc c'est vraiment pas avec ce dérèglement, c'est plus une question de volonté en fait, ça dépasse les personnes. Et puis moi je voulais revenir, là on parle de l'alcool, mais il y a bien sûr d'autres substances qui font qu'on est addict. Et en fait, ces substances-là, elles sont beaucoup plus fortes en termes de récompense que les choses de la vie normale, on va dire. Et puis c'est ça aussi qui fait que c'est beaucoup plus dur de s'en détacher. C'est aussi la rapidité. C'est que la personne qui, effectivement, comme on l'a dit, hein, lors d'une fête ou quoi que ce soit, l'alcool a un effet très rapide qui désinhibe rapidement, qui, malheureusement, même au niveau de la tristesse, où ça baisse le niveau, ça anesthésie les émotions. Et c'est plutôt cet effet-là qui est recherché et qui, effectivement, est en plus très rapide. Plus rapide que les autres solutions qu'on pourrait trouver ailleurs. Et ce qui fait qu'on prend plutôt l'alcool. Alors, je pense que oui, et quelque chose qui est aussi assez terrible en soi, c'est l'accessibilité à l'alcool. On en trouve partout. Dès que, même si vous sortez, que vous alliez dans des magasins, que vous alliez dans des fêtes, il y en a partout, dans des apéros. Rares sont les endroits où il n'y a pas d'alcool en soi. C'est pour ça qu'on parle de l'addiction comme maladie environnementale, en fait. Mhm. L'environnement, on a l'alcool qui est partout, qui est accessible, qui est pas cher. Alors qu'on sait que c'est un facteur de risque majeur pour la Mhm. personne. Et du coup, quand on parle de ces clichés qui touchent les personnes qui ont une addiction, il y a cette histoire où l'entourage, c'est un manque de volonté, il pourrait vraiment y arriver. Il y a aussi les comparaisons en disant moi, j'arrive très bien à pas boire une semaine, je comprends pas pourquoi toi pas. Et puis du coup, ça amène un petit peu à se dire c'est des personnes faibles ou c'est des personnes marginales ou souvent en grande précarité qui sont touchées par ça. Mhm. Est-ce que ça, c'est la réalité ou bien il y a des personnes tout à fait, on va dire, intégrées dans la société, qui ont un travail, des fois même une famille, quelque chose de très stable et qui quand même sont addicts à l'alcool? Alors, effectivement, on pense cela, mais la réalité, c'est que les addictions touchent tous les milieux sociaux. Et justement, un petit peu comme on l'a dit aussi, hein, justement par l'effet que recherché, des fois pour se détendre. Donc, même des gens des responsables ou quoi que ce soit, utilisent des fois l'alcool pour justement se détendre après une journée de travail. Et c'est là où c'est banalisé. Donc non, ça touche tout le monde et nul n'est à l'abri. Et on voit aussi que de plus en plus, ça touche aussi à même les personnes âgées, en fin de compte, des gens qui se retrouvent à la retraite, qui tout d'un coup, jusqu'à présent, n'avaient aucun problème d'addiction et qui se retrouvent avec des problèmes d'addiction. Nul n'est à l'abri parce que il y a des phénomènes dans la vie qui peuvent nous amener tout d'un coup à utiliser l'alcool comme un médicament. C'est comme si tout d'un coup, on dépassait un peu la fenêtre de tolérance par rapport à nos facteurs de risque et nos facteurs de protection. Puis un événement en plus peut faire déborder le verre, quoi. Exactement, exactement. Et c'est intéressant de parler de ça parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette image très typique des personnes qui seraient alcooliques. Mhm. Et puis en fait, c'est ce qui est surtout montré ou c'est surtout ce qu'on voit un peu au quotidien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui banalisent, ou qui n'en parlent pas. Et puis du coup, c'est un peu masqué dans la société, on va dire, des personnes pas marginalisées par cette société. Et c'est ça, c'est tellement stigmatisé en soi le problème de l'alcool que ça rend déjà. Puis ça, c'est peut-être aussi le message en soi que j'aimerais aussi passer. C'est vrai que les gens se culpabilisent déjà beaucoup. C'est pas facile de dire j'ai un problème d'alcool, étant donné qu'on associe ça malheureusement souvent à des personnes sans abri, ou on pourrait associer à tout ça, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a déjà beaucoup de culpabilité. C'est pas facile vraiment de faire le pas, de dire voilà, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Surtout aussi parce que je pense que c'est amplifié par vraiment cet écart entre banalisation dans la société, tout le monde boit un peu, etc. Mhm. Et cette grosse stigmatisation, en fait. C'est comme Oui. s'il n'y avait pas d'entre-deux. C'est ça. Il y a toujours ce gros tabou de l'addiction dans les familles et la forte stigmatisation par la société qui fait que ces gens-là sont isolés. Par peur ou par honte, les gens vont dissimuler leurs problèmes d'addiction. Il y a aussi des parents qui le dissimulent parce qu'ils veulent montrer que c'est des bons parents. Et les gens le cachent parce qu'ils veulent montrer que c'est des gens bien. La même chose, j'ai aussi une pensée pour les enfants avec des parents de problèmes d'addiction, parce qu'ils sont quand même beaucoup en Suisse. On en a environ 100 000 en Suisse, environ 3 800 enfants qui sont touchés par ça dans notre canton.
Et ces enfants, par loyauté à leurs parents, pour protéger leurs parents, ils cachent aussi, ils dissimulent aussi cette problématique. Ce qui fait qu'on a une famille qui évolue dans la tristesse et qui porte ce secret, hein, et à l'enfant aussi qui porte ça alors que lui-même il a risque de développer une addiction. Il y a une forte minimisation alors, c'est ça? Tout à fait, ouais. Oui, puis alors déjà c'est une maladie, puis ça peut-être que voilà, mais c'est une maladie un peu honteuse, on va dire ça comme ça. Et effectivement, est cachée par la société, par la famille, on n'ose pas, les enfants n'osent pas dire que papa ou maman boivent, c'est pas facile vis-à-vis de ses camarades d'école. On peut bien imaginer que on ne sait pas ceux qui vivent en fin de compte ces gens à la maison. Mhm. Il y a la question que les gens addicts ne sont pas compris. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui continuent à penser que la dépression, c'est pas une maladie, que l'addiction, c'est pas une maladie. Mm. Hein, donc, il y a certains qui continuent encore une fois de penser que c'est un problème de motivation chez la personne, que c'est des gens, c'est des flemmards, et qu'il suffit juste d'un petit coup de pied au derrière, et puis ça va aller. Vous voyez? Alors, malheureusement, c'est pas ça. Hein, c'est très loin d'être ça. Si seulement c'était ça. Mhm. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Et les gens, quand ils sont pas compris, quand ils sont justement stigmatisés, quand on tient des discours comme ça moralisateurs, ça les fait fuir, ça les pousse vers l'isolement et sont plus dans cette démarche de demander de l'aide. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi le but du podcast, justement, d'enlever un peu ces stéréotypes pour ouvrir la discussion et qu'on puisse essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est vrai que vous parliez un petit peu de l'entourage. Souvent, on entend aussi énormément de stéréotypes rien qu'avec l'entourage, où par exemple, on peut entendre que les personnes avec une addiction, elles préfèrent leur addiction à leurs proches. Est-ce que ça, c'est vrai dans un sens ou pas du tout? Alors, c'est pas vrai encore une fois, c'est pas une question de préférer ou pas, c'est une question de maladie, encore une fois. Donc, quand une personne souffre dans une famille, toute la famille souffre autour, en fait. Et je pense pas que les gens ont ce côté peut-être pervers de faire souffrir leur famille par leur addiction. Je crois pas du tout à ça. C'est plutôt, encore une fois, cette maladie, cette absence de motivation, cette perte de contrôle, etc., qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qui implique que l'entourage autour souffre, en fait. Par contre, c'est vrai que, comme on en avait parlé au départ, c'est ce besoin tout d'un coup obsessionnel de la maladie qui fait que la personne, quand elle est en manque, ne voit plus que ce moyen de se détendre, ou en tout cas que l'alcool procure. Et puis peut-être, c'est pas qu'ils oublient leur famille, mais ils ne le voient pas. C'est un peu une idée fixe. Et Je c'est crois. peut-être là le vécu. Mais on sait que effectivement, la famille est en souffrance. Et puis, par contre, c'est là aussi, c'est très important, bien sûr, de s'occuper de la personne dépendante, mais aussi de s'occuper de la famille. Parce que la famille, ça fait peut-être des années qu'elle en souffre, comme on l'a dit, qu'elle a caché. Et c'est là aussi un point qu'il faut amener, c'est de prendre aussi soin de la famille. Je trouve que c'est super que vous avez souligné ça, parce que je trouve que c'est très important de corriger certaines croyances, et surtout l'idée que les gens addicts, c'est forcément des gens pas bien, ou des parents addicts, c'est forcément des mauvais parents. Alors c'est vraiment faux, je pense que c'est important de corriger cette croyance qui est pour moi fausse, parce qu'encore une fois, c'est des gens qui sont malades, et quand on est malade, on souffre, puis quand on souffre, on consomme, en fait. L'alcool ou d'autres substances, c'était finalement la seule issue pour eux, ou la seule solution pour eux qui leur permettait de fonctionner et de survivre finalement, en fait. Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être stigmatisés, ils n'ont pas besoin d'un discours moralisateur, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont plutôt besoin d'un cadre où ils peuvent poser leurs souffrances, leurs problématiques sans être jugés, dans la bienveillance, et pouvoir les accompagner à développer les compétences nécessaires, les stratégies nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Je rejoins aussi Anna sur la question des familles qui est extrêmement importante, et je compléterai par la question des enfants aussi, hein, parce que les enfants sont souvent en fait oubliés et invisibles. Donc aujourd'hui, on a des données très claires que si on donne suffisamment d'informations à ces enfants, si on les implique, on leur donne des informations sur la maladie de leurs parents, sur les traitements mis à disposition, c'est une source de résilience pour eux en fait. Et ça va les aider de développer des compétences pour qu'ils ne retombent pas eux-mêmes dans l'addiction plus tard. Alors, ouais, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait que c'est pas des parents, enfin, si ils sont parents, c'est pas forcément des parents mauvais ou qui ont des mauvaises actions. Mais on sait quand même que, voilà, une fois qu'on a une grande consommation d'alcool, il y a quand même certains comportements qui, du coup, peuvent après détériorer les liens sociaux. C'est ce que vous disiez au début. Tout à fait. C'est que ça a après un impact sur nos liens aux autres, peut-être nos réactions émotionnelles, ou peut-être aussi notre capacité à aller travailler. Oui. Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, ils fonctionnent et du coup, c'est pour ça qu'on voit pas.
C'est exact. Effectivement, il y a même des gens qui se sont organisés la journée d'aller travailler et ils rentrent du travail et boivent uniquement après le travail. C'est des gens qui tout à fait peuvent avoir un travail, une famille et passer inaperçus pendant des années et des années. Ça n'empêche qu'il y a quand même cette souffrance, comme on disait, dans la famille, pour les enfants, pour la personne en elle-même, sur son lieu de travail. Mais des fois, ça se voit très tard. C'est-à-dire qu'on peut cacher un bout, mais il y a quand même un reste d'impact, souvent pour les gens qui sont le plus proches, ben justement, la famille, les enfants, même si le reste de la société ne voit peut-être pas l'addiction, il y a sûrement des personnes impactées par celle-ci. C'est exact, oui. Est-ce que, vous, dans votre pratique, comme vous travaillez, tous les 2 avec, des personnes qui ont des addictions, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes que vous avez pu constater et qui sont lourds à porter, pour les personnes concernées? Alors, je pense qu'effectivement, celle qu'on entend le plus, c'est l'histoire de la volonté. Ça, c'est un fait, qu'elle fait exprès. Ouais, c'est surtout ça. Et puis, je prends souvent l'exemple d'un diabétique à qui on ne peut pas reprocher pourquoi il a son sucre qui augmente, en fait. On ne Mm. peut pas reprocher à un diabétique de faire exprès que son sucre augmente, ou à un hypertendu de faire exprès que sa tension artérielle augmente. C'est la même chose avec une personne addicte. Moi, je crois qu'effectivement, mon combat déjà de tous les jours, c'est de faire comprendre aux personnes qui ont un problème d'addiction que c'est une maladie. Parce qu'eux-mêmes, des fois, j'ai l'impression qu'ils se disent, mais pourquoi moi j'arrive pas, puis les autres, déjà, eux-mêmes n'arrivent pas des fois à accepter que c'est effectivement une maladie. Et ça, je crois que c'est le plus gros tabou en soi. Ouais. C'est-à-dire que même elles peuvent pas croire que c'est banalisé chez elles aussi, chez Oui. ces personnes-là. Et comment vous faites pour les accompagner justement à comprendre et à prendre conscience que elles souffrent d'une maladie et qu'il y a besoin d'aide pour aller mieux? Alors, il y a plusieurs outils en soi. C'est effectivement, ben, des fois, c'est déjà de rencontrer la personne, de pouvoir accueillir, que la personne ne se sente pas jugée, parce que souvent, effectivement, il y a beaucoup de jugement. Et c'est vrai que c'est de les accompagner dans ces différentes étapes où des fois ils viennent un entretien, des fois on les revoit plus et on les revoit 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Et c'est de pouvoir être là quand ils auront besoin, de dire qu'on reste là, même si des fois la personne n'est pas prête, ne peut pas pour différentes raisons. Ça me posait la question de la prise en soin. C'est la personne qui doit être prête à demander de l'aide ou est-ce qu'on peut travailler un petit peu d'abord avec le réseau et puis parce qu'il y a toujours ce truc où voilà, des personnes, si justement elles minimisent leurs propres problèmes, bah, elles vont pas aller. Mais on sait que ça peut avoir un impact sur la famille, les proches, etc. Donc est-ce que vous, en tant que professionnel, il y a un peu cette étape où la personne, elle doit venir d'elle-même un peu? Alors, ça, c'est l'idéal. Ouais. Hein. S'il y a elle-même, c'est qu'il y a une certaine prise de conscience qui est là, et puis il y a une certaine motivation qui s'est mise en route finalement, qui fait que la personne vient. Après, on a effectivement d'autres situations, la personne, elle est dans un déni total, et puis la famille s'inquiète, là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez. Après, encore une fois, l'addiction, c'est une maladie qui est chronique. Hein. C'est comme une maladie cardiovasculaire, comme un diabète, etc. Avec une évolution très cyclique, il peut y avoir des périodes de stabilité, de dérapage, de rechute, etc., qui nécessite un accompagnement sur le long terme, mais surtout au niveau de la pluridisciplinarité. Hein. Donc souvent, on travaille en réseau, comme vous dites, avec infirmiers, psychologues, médecins généralistes, pharmaciens. Et au centre de tout ça, c'est le projet thérapeutique du patient. Je mettrais aussi le fait que des fois on travaille qu'avec la famille pour justement, bah, des fois quand la personne est encore beaucoup dans le déni ou comme ça, où on travaille avec la famille de comment ils doivent se positionner. Là, on appelle la codépendance, hein. On sait que malheureusement, des fois, en voulant faire mieux ou les aider, ben, on les aide pas tellement parce qu'on n'arrive pas forcément à se positionner. Et donc, des fois, il y a un travail conséquent déjà avec la famille qui, ben, comme on sait, à un moment donné, va se positionner peut-être différemment, qui va permettre à la personne de dire, là, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Je trouve ça un peu déjà rassurant, pour, si des gens nous écoutent, puis qui savent qu'ils ont des proches qui ont des addictions, mais qui sont pas prêts à aller demander de l'aide, ben, de savoir que même déjà l'entourage peut recevoir une aide qui peut être utile. Dans un sens, on a pas besoin d'attendre que la personne, d'elle-même se rende, pour avoir de l'aide. Alors oui, je pense que c'est quelque chose qui est on voit, hein, de plus en plus que, ben, les familles qui, eux, vont devoir, aussi les accompagner durant, toute la maladie, à la sortie de l'hôpital ou de différents centres d'ailleurs, bah, eux, ils vont être là et d'où, comme je disais, c'est très important aussi de prendre soin
de cette famille. Et puis, il y a aussi beaucoup de groupes de soutien qui sont en cours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, bien sûr. Je rebondis sur ce que tu as dit avant, Rafik, qui est en lien aussi avec les proches, mais cette histoire de savoir en fait que une fois qu'on entre dans un processus de guérison, de prise en charge, il va y avoir des rechutes, possiblement, et puis que c'est quelque chose qui prend du temps, et puis c'est pas une perte de temps de s'investir là-dedans. Ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler parce qu'on a souvent envie que voilà, ça aille vite et puis qu'on se dise ben, j'ai envie que ça aille mieux maintenant. Et puis de savoir qu'avec les addictions, il y a quand même un cycle, un cercle un peu de où on sait qu'il y aura des rechutes, mais ça fait partie du processus. Absolument. Comme j'ai expliqué au début, il y a tout un système de récompense qui dysfonctionne et qui a besoin de temps de se remettre en question. Vous voyez, nous, par exemple, notre problème, c'est jamais les sevrages. Le sevrage alcool qu'on fait se passe très bien. C'est de maintenir l'abstinence après le sevrage, en fait. C'est ça les plus grands challenges qu'on a avec les patients. On va faire un sevrage sur 2-3 semaines avec des traitements, des schémas dégressifs, des vitamines. Ça se passe en généralement très bien. Mais comment faire pour maintenir l'abstinence sur des mois et des mois derrière? Et effectivement, les dérapages, les rechutes font partie de la prise en charge. Et là, on réfléchit, on travaille, on fait la prévention de la rechute et on accompagne. C'est vrai que ça peut être démoralisant un petit peu quand on est proche puis qu'on veut aider et puis on se dit mais en fait ça sert à rien que j'aide parce que il y aura une rechute de toute façon. Et je trouve ça intéressant de dire ben ça fait partie c'est pas inutile parce Absolument. que ça fait partie. Donc, si la famille est préparée et elle a bien compris que le risque de rechute fait partie de la prise en charge, ben on est moins dans la déception parce qu'on sait déjà. Voyez, encore une fois, un diabétique qui a un diabète, il peut très bien vous faire une hyperglycémie dans 2-3 semaines. On ne peut pas lui en vouloir. Voyez, c'est la même chose. Quelqu'un qui est addict, il peut aussi faire un dérapage après quelques semaines, après un sevrage. Donc, on prépare les familles, on parle de ça ouvertement, et puis on met ce qu'on appelle des plans d'urgence, que quand ça va pas, ils peuvent nous contacter, puis on peut réagir de manière assez rapide pour continuer le chemin thérapeutique. Mhm. Et c'est vrai que c'est important aussi de dire que effectivement chaque rechute n'est pas un échec. Au contraire, c'est le processus de rétablissement parce que généralement, après chaque rechute, on discute avec la personne pourquoi, de comprendre pour qu'elle puisse aussi essayer d'anticiper les prochaines fois. Et c'est effectivement ça s'inscrit dans un processus plutôt De rétablissement. de rétablissement. Ouais. Donc en fait on apprend des rechutes. Oui, C'est un pas en arrière pour 3 pas en avant. c'est ça, c'est un peu le principe. Et puis donc là, on parle voilà, un peu de la prise en charge. Donc on est un peu focalisé sur, vous avez dit, comment on fait le sevrage, comment on apprend à pas à garder ces comportements-là. Mais j'imagine qu'il y a aussi tout un travail, comme vous disiez, sur la souffrance qu'il y a derrière. Parce que finalement, à la base, le produit s'est installé un peu comme un médicament. Mhm. Et puis finalement, à long terme, ça devient un symptôme d'un mal-être. Donc il y a vraiment un travail aussi de fond. C'est exactement ça, parce que souvent l'addiction, c'est une branche de l'arbre, en fait, qui devient un symptôme. Et nous, ce qu'on va traiter, c'est les racines. Vous voyez, donc on va faire toute une timeline, une anamnèse pour chercher toutes les comorbidités et prendre en charge les différentes choses en même temps, des traumatismes, ce qu'il y a de la dépression, de l'anxiété, etc., etc. Donc c'est un travail de longue haleine et qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de domaines différents où on travaille dessus. Oui, c'est pour ça qu'on travaille main dans la main en pluridisciplinarité. Tout le temps. Ouais. Voilà, entre services sociaux, services médicaux, pharmacies, les familles, les hôpitaux, les institutions en soins, etc. C'est tout un réseau qui fonctionne ensemble pour garantir la stabilité sur le long terme pour les patients. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle de sevrage depuis tout à l'heure, mais j'imagine que pas tout le monde arrive dans une volonté de sevrage directement. Est-ce que c'est nécessaire de arrêter complètement la consommation ou est-ce que c'est possible de le faire en buvant encore quelques fois ou est-ce que c'est un peu une illusion qu'on pourra consommer modérément? Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe qui s'appelle la consommation contrôlée, qui permet aussi des fois à la personne de se rendre compte qu'elle a une difficulté. Donc ça veut dire que là, on regarde avec la personne combien elle boit, d'essayer de diminuer de la moitié ou quoi que ce soit. Donc, alors, on s'entend bien, hein, comme disait Rafik, la consommation contrôlée pour quelqu'un qui a fait un long parcours, effectivement, c'est difficile de reboire juste un verre. On sait voilà, que c'est souvent le verre de la rechute. On l'appelle plutôt un peu comme ça. Cependant, des fois, les personnes passent par cette étape-là de ce groupe de consommation contrôlée
pour se rendre compte qu'il y a une difficulté. Et ça permet aussi justement de continuer un peu par la suite, de se dire oui j'ai un problème et là je veux faire quelque chose. Ce qui sous-entend que les gens qui sont pas prêts à arrêter, c'est pas un obstacle. On les prend quand même en suivi malgré les consommations. Exactement. Donc on les accompagne malgré les consommations. Et là, on travaille sur des programmes de réduction des risques. D'accord? Mais c'est pas une contradiction en suivi. C'est-à-dire ils peuvent venir chez nous tout en pouvant bien sûr communiquer et avec le cadre que la bière reste à l'extérieur du centre. Mais on peut les accueillir, même s'ils sont un petit peu sous effet d'alcool, et puis on peut les accompagner malgré la présence des consommations. Et ça, du coup, ça montre aussi que ça peut faire un peu partir du processus de rétablissement, de passer par cette étape. Certaines personnes peuvent se dire: «Je veux une consommation contrôlée» et après se rendre compte que c'est pas ce qu'il leur faut finalement et que ça fait partie du processus aussi. Se rendre compte que la situation était bien plus grave, entre guillemets, qu'ils imaginaient. Oui. Et quelles sont les ressources déjà pour les personnes concernées à Fribourg, en particulier si vous en connaissez d'autres en Suisse romande, c'est volontiers, mais voilà, on peut déjà parler du RFSM et du TORI, peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne. Après, c'est effectivement, il y a aussi quelque chose qui pour moi est important, puis qu'on n'en a pas parlé aussi, c'est le sevrage. Hein. Mhm. D'où peut-être que les ressources, déjà la ressource en soi, c'est bien sûr d'en parler, et il y a un médecin traitant. Et l'importance, puis je le dis, c'est qu'effectivement un sevrage non médicalisé peut être dangereux. Donc ça, c'est pour moi aussi quelque chose. Alors voilà, après, les ressources, effectivement, c'est pourquoi pas le médecin traitant, la famille, et après, bien sûr que il y a sur des sites, bien sûr qu'Internet nous aide beaucoup actuellement. Si vous allez taper alcool, Fribourg, vous avez le site de l'État où vous avez une checklist de personnes que vous pouvez contacter. Concernant Fribourg, tous les sites de groupes d'entraide, que ce soit Alcool et Famille, que ce soit les alcooliques anonymes. Il y a aussi des numéros de téléphone d'urgence, hein, pour la Croix-Bleue. Il y a vraiment là-bas passablement d'informations qui sont à disposition. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé des alcooliques anonymes, mais c'est vraiment une porte d'entrée aussi, une ressource ou un endroit où on peut quand même déjà commencer à aller dire voilà ça va pas, mais je sais pas comment faire et puis Oui, de se sentir moins seul avec ça. exactement. Et c'est vrai que il y a les alcooliques anonymes, il y a l'ANON qui est pour les jeunes. Et c'est vrai que c'est une porte d'entrée, étant donné qu'eux aussi, ils accueillent la personne dans l'état où ils arrivent. Si la personne est alcoolisée, c'est pas une contre-indication pour les alcooliques anonymes. Oui. Ok. Après, comme il y a le site suisse Addict qui donne aussi passablement d'informations sur toutes les addictions, et vers qui on peut se tourner ou se poser des questions. Et de plus en plus, il y a ce que je trouve très bien aussi, des sites où on peut communiquer par mail. On n'a pas besoin de téléphoner, parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde. Il y a des gens qui s'expriment plus facilement par écrit, et qui peuvent aussi avoir quelqu'un qui peut répondre directement au mail ou chercher ces informations. On a, depuis des années, étant donné que c'est un problème de santé publique, effectivement, on essaye toujours de mettre en place des sites, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les proches, que ce soit pour les personnes concernées. Donc voilà, donc effectivement, c'est plutôt un peu les ressources qu'on peut donner. Et voilà, après, il y a toujours, bien sûr, les urgences, il y a tout le CCA, le réseau fribourgeois de santé mentale. Je crois qu'effectivement, les gens appellent facilement en soi. Moi, je reçois beaucoup de téléphones, que ce soit effectivement des familles, déjà avant que la personne concernée souhaite venir au Tori. Et le Tori, ça fonctionne comment alors? Alors le Tori, effectivement, nous, on accueille les personnes qui ont déjà fait un sevrage au réseau fribourgeois de santé mentale, et qui viennent un peu pour, on appelle ça, de faire l'expérience de l'abstinence, avec un programme qui est en deux parties en soi. Il y a la partie où elle reste pour solidifier les premières bases, 5 à 7 semaines, avec une possibilité de prolonger pour une réinsertion professionnelle. Ok, oui. Je trouve que c'est hyper important que vous ayez commencé par dire voilà, un sevrage, ça ne se fait pas tout seul, c'est dangereux. Puis que du coup, il faut être accompagné pour ça. Donc, c'est bien d'avoir la volonté de se dire je veux arrêter, mais il faut pas le faire tout seul. Et puis, du coup, dans ce cas-là,
la première porte, c'est souvent le médecin traitant qui après redirige au centre cantonal d'addictologie. Ça peut être le médecin traitant, mais ça peut être que les patients nous appellent directement aussi au Directement, niveau du ouais. RFSM. Et puis on fait des évaluations. Puis en fonction de l'état clinique, on peut indiquer pour un sevrage soit en milieu ambulatoire ou en milieu hospitalier. Parce qu'au sein du RFSM, on a toute une chaîne des troubles du conduite addictive, avec une unité hospitalière sur le site de Marsens, d'une 20aine de lits, plus le centre cantonal d'addictologie à Fribourg, pour garantir les suivis ambulatoires après les sevrages, en fait. Donc si c'est un sevrage qui est compliqué, à ce moment-là, on fait au milieu hospitalier, c'est un milieu plutôt safe. Et si c'est un sevrage qui est simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abus de médicaments, il n'y a pas des antécédents de crise épileptique, les gens n'ont pas déjà fait des déliriums très minces auparavant, etc. Là, on peut très bien faire des sevrages d'alcool aussi en ambulatoire sans que les patients passent par l'hôpital. Il y a aussi l'HFR, parce que on voit quand même que des fois la personne, justement suite à 2-3 fractures, 2-3 problèmes coma ou éthyliques ou quoi que ce soit, font appel à nous. En fin de compte, on travaille beaucoup en réseau et ce qui est extrêmement important, c'est qu'autant si Rafik me demande, on y va, et puis inversement, on fait des entretiens. Il y a beaucoup d'entretiens des fois, effectivement, comme pour motiver la personne. Comme j'ai dit au départ, des fois ça prend du temps. C'est pas parce que la personne vient maintenant que forcément elle va rentrer directement dans un processus, ou des fois ce processus prend aussi du temps. C'est important là de dire, voilà, c'est des ressources qui sont pour les personnes concernées, mais aussi pour les proches. Enfin, que vous passez, il y a des fois, souvent, c'est les proches qui appellent en premier, et puis que vous pouvez aussi rediriger, qu'il y a ces ressources sur Internet aussi, qu'on mettra en description, nous, dans notre épisode. Est-ce qu'il y a d'autres moyens comme ça que vous connaissez qui sont des bonnes ressources? Peut-être ça peut être des films, ça peut être des livres. Alors, effectivement, les films, on a regardé un petit peu. Alors, les films, je pense qu'il faut mettre ces moyens, que ce soit les podcasts qui permet aussi déjà de pouvoir parler de l'alcool, que la personne ne se sente pas seule, que les familles ne se sentent pas seules. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et merci beaucoup. Après, c'est vrai que les films, on a parlé, il y a un film qui est la petite princesse, qui effectivement montre bien les difficultés aussi de la famille. Qui est un film suisse, précisant, La Petite Princesse, Oui. qu'on a projeté l'année passée lors de la semaine nationale qui était dédiée aux enfants et les parents d'addiction. On a projeté au Cinéma Rex l'année passée pour les fribourgeois francophones, mais aussi à Mora pour les fribourgeois germanophones. On parle beaucoup là des proches, des personnes concernées, mais étant donné que vous êtes des professionnels dans ce domaine-là, c'est important en tant que professionnel de connaître en fait ces bases de ce qu'on a discuté aujourd'hui, parce que sinon ça a un impact en fait sur les personnes qui viennent demander de l'aide. Oui, effectivement, c'est important. Puis on en a parlé un tout petit peu avant dans le processus. En fin de compte, ces rechutes qui peuvent être vécues comme un échec pour les soignants et les proches, mais les soignants aussi, de pouvoir justement ne pas oublier que c'est ce processus où c'est pas un échec, que c'est un processus de rétablissement, et qu'on doit pouvoir justement les écouter sans jugement, et pour que la personne se sente aussi à l'aise, si à l'aise. Je sais pas si- C'est déjà tellement difficile d'en Difficile. parler. Exactement, mais que si elle rechute, qu'elle sait que la personne peut l'entendre et l'accompagner de nouveau sans qu'elle se sente de nouveau rejetée là-dedans. Donc de pas culpabiliser en fait. Exactement, oui. Ouais. Sans culpabilité. Oui. Je pense qu'on a déjà beaucoup de ressources, de pistes de compréhension autour du sujet de l'addiction. Donc peut-être si on récapitule un petit peu, l'addiction, c'est pas seulement un problème de quantité de ce qu'on boit, c'est vraiment, on a parlé des 5 C qui sont à la base et puis qui viennent faire qu'on a une addiction ou pas. Et puis que si on a une addiction, si notre proche a une addiction, c'est important qu'on puisse demander de l'aide et pas se lancer tout seul là-dedans, parce que c'est un processus de longue haleine qui demande beaucoup de soutien, beaucoup d'aide extérieure. Et donc, il y a beaucoup de ressources qui peuvent être à disposition. Et donc, je tenais vraiment à vous remercier tous les deux, Rafik et Anna, pour votre participation aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour beaucoup à vous. l'invitation. Merci beaucoup. Le prochain épisode, ça sera un peu particulier, puis il va s'inscrire dans la continuité de celui d'aujourd'hui, dans le cadre de la semaine d'action pour les enfants de parents dépendants.
nous, on va accueillir de nouvelles intervenantes afin de mieux comprendre ce que peuvent vivre les enfants d'un parent qui souffre de dépendance. Donc, on en a déjà un peu parlé, mais on va approfondir le sujet avec un point de vue plus axé sur les enfants. Et puis, on tient encore une fois à remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Et puis, si nos épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à en parler à vos proches, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous annonce que plusieurs épisodes sur des thématiques fortes et actuelles sont en préparation pour les mois à venir. Voilà, donc merci beaucoup. Et Merci puis, à vous. À bientôt. à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vous la dis pas.